Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce livre, Le livre du bonheur, par Marcel Auclair. Donc nous avions déjà lu dans des précédentes vidéos les 31 premiers chapitres, il me semble. Donc aujourd'hui, nous allons lire la suite. Alors je vous rappelle que ce livre a été écrit il y a très longtemps, donc parfois les idées peuvent paraître un petit peu désuètes, mais personnellement je trouve que c'est justement ce qui fait le charme de ce livre. 32. Le bonheur est une habitude. Vous aurez du mal au début à maintenir vos pensées au sommet de la bienveillance et de l'espoir, souvent contre l'évidence même. Mais vous savez maintenant que chacune de vos pensées est une pierre que vous ajoutez au palais de vos rêves ou au tombeau de vos projets. Cela doit vous aider à persévérer. Dites-vous bien ceci, nous ne pouvons penser qu'à une seule chose à la fois. Il est impossible de penser en même temps bonheur et malheur, succès et échec, amour et haine. Tenacement, obstinément, comme on substitue un objet à un autre à la place de toute pensée basse, mesquine ou sinistre, mettez une pensée élevée, généreuse ou joyeuse. Cela n'ira pas tout seul au début, rien n'est tenace comme une habitude. Vous avez vu en hiver l'eau prendre l'habitude d'un chemin qu'elle s'est creusé. Ainsi les habitudes creusent leur chemin dans notre cerveau. Mais il suffit qu'un enfant veuille s'amuser à dévier une rigole. Il mettra un caillou, deux cailloux, un tas de cailloux. Enfin, il formera un barrage et l'eau prendra une autre route. De même, pour donner à vos pensées une autre direction, vous n'avez qu'à leur opposer un petit refus bien sec qui agira ainsi que le caillou de l'enfant. Ce petit refus, répété aussi souvent que l'occasion s'en présentera, finira par créer un obstacle infranchissable et vos pensées quitteront la rigole négative pour prendre le chemin positif des heureuses réalisations. L'habitude sera prise. Vos pensées forces, vos pensées germes seront accommodées à la longueur d'onde du bonheur, du succès, de l'harmonie en toutes choses. Application. Considérez désormais que lorsque vous vous surprenez à douter de vous, à craindre l'avenir, à vous énerver inutilement, à nourrir des sentiments hostiles qui agissent sur vous comme une petite dose constante de poison, vous cédez à une mauvaise habitude plus qu'à votre raison. Arrêtez ces pensées tout nettes et prenez les habitudes mentales propres à l'acquisition du bonheur. 33. Le régime du bonheur. Voyez un monsieur qui a une maladie du foie. Le médecin lui indique un traitement, force gouttes ou pilules, et un régime. Le monsieur évite pendant quelque temps graisse, alcool, œufs, bref, tout ce qu'on interdit aux hépatiques. Mais il retombe dans l'abus des nourritures qui le tentent. Il prend ses médicaments, ce qui n'implique qu'un mince effort. Guérira-t-il? Il n'en prend pas le chemin. De temps en temps, une crise lui rappellera qu'il devrait éviter les mets défendus, mais la gourmandise aura tôt fait de lui faire oublier ce qu'il se doit à lui-même. Il n'en conclura pas moins que son médecin n'est pas un as et que les médicaments sont inefficaces. Il en est exactement de même en ce qui concerne l'application et la connaissance des lois du bonheur. Naturellement, nous voulons être heureux, bien portants, prospères et vivre dans un univers en paix. Nous nous mettons donc à appliquer les formules du succès et de la joie pour toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Mais le régime
régime, mais la transformation de notre caractère. La négation constante de toute pensée de dénigrement ou de haine, le refus de la peur dans les petites circonstances de la vie comme dans les grandes, la pratique obstinée du pardon, de l'amour, de la générosité, de l'espérance. Il suffit d'un rien pour nous en faire dévier, et pourtant, lorsque nous voulons obtenir une belle réalisation, la réussite d'un projet, la santé d'un être cher, notre propre santé, nous sommes étonnés de ne pas y parvenir. C'est qu'on a pris les médicaments, mais point suivi le régime. Et de même que l'hépatique blâmait son médecin, l'aspirant au bonheur accuse les lois d'être du blablabla. Sérieusement, comment voulez-vous être en harmonie avec la loi universelle, conquérir les plus belles choses de la vie, alors que vous êtes incapable de surmonter et de maîtriser ce grain de sable que vous êtes? Application. Lorsque vous fermez la bouche avant d'avoir prononcé la petite phrase dénigrante que vous alliez dire, vous travaillez efficacement à être prospère et bien portant. Lorsque vous réfrénez un mouvement de colère ou d'inquiétude, vous agissez utilement pour votre bonheur et celui de tous. Voilà ce qui compte. Cela est peut-être moins amusant que de jouer au fakir en concentrant la pensée sur des ambitions. Mais la carrière de fakir est pleine d'embûches, et même lorsqu'elle semble réussir, elle peut avoir de terribles conséquences. Croyez-moi, l'application constante des lois du pur amour est seule créatrice de tout bien. 34. Il n'y a pas de mais. Vous vous êtes dit plus d'une fois dans votre vie, la situation n'est pas brillante, mais je m'en tirerai. Grâce à ce mais qui faisait soudain tourner le moteur de vos pensées à une vitesse accélérée, vous avez pris de la hauteur. La force d'attraction des pensées positives a joué, et vous vous en êtes effectivement tiré. Vous vous êtes également dit plus d'une fois: cela serait très bien, mais... Suivez l'énoncé des obstacles entre la réalisation de votre espoir et vous. Là, le mais coupait les gaz, le moteur de vos pensées se ralentissait, et vos espoirs tombaient à l'eau comme tombe l'avion qui fait la feuille morte. Dans ce dernier cas, il nous convient d'avoir à l'égard de nous-mêmes la sévérité du maître qui répond à l'enfant raisonneur. Il n'y a pas de mais. Le mais presque toujours exprime vos doutes. Chaque fois que vous doutez, vous faites plusieurs pas en arrière sur le chemin des réalisations. Pour arriver au but, il faut aller de l'avant, sans trembler, sans reculer, sans admettre une seconde l'idée de ne pas réussir. Imaginez que vous sortiez pour aller voir quelqu'un. Irez-vous si vous vous dites que vous n'avez que peu de chance de rencontrer cette personne? Peut-être, mais il suffira d'un rien pour vous détourner du but. Si vous doutez moindrement du bon résultat de vos efforts, le moindre obstacle suffira à vous faire lâcher prise. Vous qui vous croyez optimiste, courageux, et qui vous étonnez pourtant de connaître de multiples échecs, demandez-vous loyalement si votre espoir ne cède pas perpétuellement à vos doutes. S'il en est ainsi, lorsque votre espérance vous fait monter une marche, vos doutes vous en font descendre deux. Vous ne connaîtrez pas de catastrophe, mais vous ne ferez pas de grands progrès. Vous vous maintiendrez, vous vivoterez. Vous voulez mieux, bravo. Extirpez donc, racine comprise, la mauvaise herbe du doute du champ de vos pensées. Application. Veillez aujourd'hui à vous maintenir sur la ligne droite et ascendante des aspirations créatrices. Faites taire le doute par une affirmation énergique.
n'opposez pas un mais au bonheur. 35. N'avez-vous pas un nid dans les cheveux? Cette loi absolue de la pensée créatrice, l'idée que nos pensées de maladie, notre peur de la pauvreté, de la guerre, du malheur, nous attirent précisément maladie, pauvreté, guerre, malheur, peut affoler ceux qui n'ont pas encore acquis la maîtrise d'eux-mêmes. 100 fois par jour, ils se surprennent en train de créer ce qu'ils redoutent. Ils construisent des murailles du doute entre eux et ceux qu'ils désirent. 100 fois par jour, ils refusent le bonheur et resserrent autour d'eux le cercle des limitations. Pour peu qu'ils aient déjà vu se manifester les effets de la pensée créatrice, les voilà tremblants. Là, je me retrouve vraiment là-dedans, notamment avec mes angoisses. Quand on angoisse d'avoir des angoisses, mais on a encore plus d'angoisse. Qu'il ne s'alarme point, on a souvent comparé notre cerveau à un appareil photographique. Il reçoit des images qui s'impriment en lui. Ces images intérieures sont, en somme, ce qu'est pour un appareil photographique l'objet à photographier. Mais pour qu'un appareil enregistre, il faut le charger d'une pellicule sensible, se placer devant le modèle, souriez et faire jouer le déclic de l'obturateur. Merci, ce sont là des opérations volontaires. Il en est de même de nos pensées. Elles ne manifesteront leur puissance créatrice que si nous sommes chargés de la foi des réalisations et si nous permettons à la pensée qui se présente à nous de s'enregistrer dans notre subconscience et notre conscience en faisant jouer le déclic de l'acceptation. La pensée négative que vous repoussez immédiatement n'accomplit pas son œuvre destructrice. C'est pourquoi il est nécessaire, alors qu'on n'a pas encore pris l'habitude de la pensée positive, de repousser obstinément les pensées pernicieuses qui nous assaillent. Coucou chaton. Pardonnez-vous vos pensées d'erreur, de même que vous pardonnerez celles de vos frères, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, sans vous décourager ni vous exaspérer contre vous-même, à condition seulement d'opérer immédiatement la transmutation. Cela se résume en cette phrase d'un maître de l'Inde à son disciple: nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Application. Vous n'en êtes peut-être pas au point où vous empêcherez une pensée de malheur ou de pénurie de voler au-dessus de votre tête, mais dites-lui: oiseau, tu ne feras pas ton nid dans mes cheveux, et chassez-la. 36. Un sommeil réparateur. Les êtres énergiques mais soucieux qui parviennent tant bien que mal à maîtriser leur inquiétude à l'état de veille connaissent souvent, alors que leur volonté est engourdie par les premières atteintes du sommeil, des tourbillons d'angoisse. Tous les problèmes semblent les assaillir à la fois. Ils passent parfois la nuit entière dans une torpeur d'insomnie dont ils sortent épuisés. Ils en viennent à redouter les heures qui devraient leur apporter, avec une parfaite détente, rafraîchissement, repos, renouveau. Ne devraient-ils pas se dire, pourtant, que rien d'extérieur ne peut les atteindre la nuit, que la situation dans laquelle ils se trouvent ne peut matériellement s'aggraver? Leur agitation mentale est vaine, car ils sont dans l'impossibilité d'agir. Seule est active leur pensée, qui s'en donne à cœur joie de capter les ondes émises par d'autres esprits anxieux, à la longueur desquelles leur anxiété s'accorde. Telle est l'origine des idées affolantes qui nous passent par la tête dans les nuits d'insomnie et dont nous découvrons le lendemain matin les exagérations. Commencez donc le soir par vous dégager des préoccupations
aux soucis de la vie quotidienne. Remerciez ces vêtements d'avoir été de bons serviteurs. Trouvez autant de raisons que vous le pourrez de louer cette journée écoulée et les êtres que vous avez rencontrés. Plein de ces pensées de reconnaissance, la reconnaissance et la louange sont parmi les pensées forces les plus efficaces et les plus bienfaisantes. Couchez-vous. Refusez les lectures sinistres ou qui engendrent l'agitation. Exemple, les journaux. Si lorsque vous fermez les yeux, telle affaire qui vous préoccupe se présente à votre esprit, faites mentalement le geste de balayer. Si 20 fois elle se présente, balayez-la 20 fois, c'est vous qui aurez le dernier mot, et endormez-vous dans la paix de l'esprit qui est en vous. 37. La nuit porte vraiment conseil. Jusqu'à présent, vous ne connaissiez que votre moi transitoire, visible, imparfait et souvent mécontent. J'espère que vous avez appris qu'il n'est que l'enveloppe rugueuse de votre moi réel, invisible et parfait. L'esprit qui est en vous agira d'autant plus efficacement que votre personnalité extérieure, anxieuse, peureuse, sera moins active. Vous allez la mettre dans votre jeu dès aujourd'hui, ou plus exactement dès cette nuit. Vous allez pratiquer votre ascension vers le bonheur pendant votre sommeil. Vous connaissez le vieux proverbe « La nuit porte conseil ». Lorsque nous dormons, notre moi réel travaille d'autant plus efficacement pour nous que nous nous soumettons à deux conditions. Premièrement, être conscient de l'existence de l'esprit en nous, lors même que nous l'appelons d'un autre nom. Deuxièmement, nous préparer à enregistrer ses conseils ou à recevoir ses lumières. Les étudiants qui lisent avant de s'endormir ce qu'ils veulent savoir le lendemain utilisent ainsi leur moi réel comme un excellent répétiteur, sans songer souvent que c'est à lui qu'ils ont recours. Application. Cette nuit, avant de vous endormir, confiez à l'esprit qui est en vous tous vos problèmes et demandez-lui de les élucider pour vous. N'envisagez vous-même aucune solution. Vous devez laisser le chemin libre, présenter votre coupe vide. Demandez-lui également de vous délier de toutes les entraves qui vous ont jusqu'alors empêché d'accéder à la joie, et il s'en acquittera. Dès que vous aurez pris cette bonne habitude, vous serez surpris de trouver fort souvent au réveil une réponse aux questions grandes et petites qui vous préoccupaient en état de veille. 38. À quoi rêvez-vous? Les psychanalystes ont révélé l'importance des rêves. Pour vous mieux connaître, observez parfois quelle est la nature des vôtres. S'ils sont confus, c'est que la confusion règne dans votre vie. Si ce sont des rêves de poursuite, de peur, c'est que l'anxiété, la peur, sont le principal obstacle entre le bonheur et vous. Si vous vous y retrouvez dans des situations ridicules, c'est que vos complexes d'infériorité vous empêchent de donner pleinement la mesure de vos possibilités. Un exemple. Une femme rêve fréquemment qu'elle attend des convives à dîner. Ses invités arrivent, ils la surprennent en robe de chambre, son peigne dans une main, des assiettes dans l'autre, à moins qu'elle ne soit en proie à des difficultés que tout le monde trouve comiques, sauf elle-même. Le sens de ses rêves enseigne à cette femme qu'elle se noie habituellement dans des détails auxquels elle donne une importance excessive. Examinez donc vos rêves, non pas pour vous affliger si vous avez rêvé d'une portée de chaton, ou vous réjouir si vous avez rêvé de belles flammes, mais afin de savoir à quoi vous en tenir sur vos inhibitions les plus flagrantes. Les défauts, les faiblesses, les vices même qui vous sont ainsi révélés ne doivent pas vous
vous affliger, car un défaut n'est que l'absence d'une qualité. Cessez de contempler ce défaut, même pour le blâmer, mais contemplez la qualité que vous allez installer triomphalement à sa place. Application. Si vos rêves vous révèlent désordre, que vos pensées germent, vos pensées forcent, soit ordre en moi et autour de moi, et prenez l'habitude de ne point laisser traîner les objets. S'ils vous révèlent angoisse, reconstruisez-vous tout d'abord dans la confiance, l'espérance. Si haine, orientez-vous constamment vers l'amour et la bonté, et la clé des songes sera pour vous la clé de la réussite et du bonheur. 39. La moisson d'une bonne nuit. Vous savez maintenant vous endormir dans la paix et faire appel à votre moi réel et parfait. Mais encore faut-il savoir écouter au réveil sa voix qui parle en vous. Des écrivains le font d'instinct, qui les yeux à peine ouverts saisissent leur stylo et notent des idées qui leur sont venues en dormant. Ils reconnaissent que ce sont les meilleurs. Comment vous y prendre pour cueillir vous aussi cette précieuse moisson? Il faut d'abord, avant de vous précipiter dans le quotidien, consacrer quelques minutes dans le silence à préparer votre journée. Les croyants ont la prière, mais elle n'est malheureusement que machinale dans bien des cas. La plupart des gens se comportent plus raisonnablement envers les objets qu'envers eux-mêmes. La ménagère remet sa maison en ordre, sous peine de ne pouvoir de toute la journée s'y retrouver. L'automobiliste veille à ce que sa machine ait l'essence, l'eau, l'huile nécessaires à sa marche. Mais combien, avant de vivre une nouvelle journée, se pose simplement la question: où en suis-je? Où vais-je? Votre moi invisible et parfait est prêt à vous répondre. Il vous donnera le là sur lequel vous vous accorderez, le là de la paix et des activités fructueuses. Mais il vous faut consentir tous les matins à vous recueillir un moment dans le silence. Retenez bien ceci: silence égale concentration, concentration égale puissance. Nos forces essentielles émanent du plus profond de nous-mêmes, de l'esprit qui est en nous. Nous recueillir dans le silence, c'est nous abreuver aux sources de toute inspiration. C'est reprendre nos forces, retrouver la bonne direction. Quand on se recueille, on écoute, non pas les bruits extérieurs, mais une voix intérieure si ténue que la plupart des gens vivant dans une agitation perpétuelle ignorent même qu'elle s'efforce de se faire entendre. Cette voix, le poète l'appelle mon plus secret conseil. Les croyants, la voix de Dieu qui est en eux. Beaucoup d'autres qui l'ont entendu parfois dans le danger ou l'inquiétude la nomment intuition. Au réveil, pendant quelques instants, laissez la parole à ce conseiller subtil. Application. Chaque matin et même au cours de la journée, lorsque vous êtes inquiet, indécis, faites silence. Recueillez-vous, écoutez la voix intérieure et obéissez-lui, car il est une vérité contrôlée. Lorsque l'homme écoute, sa voix intérieure lui parle. Lorsque l'homme obéit, sa force intérieure agit pour lui. 40. Vous avez de l'intuition. Vous avez tous éprouvé ceci. Quelqu'un, à première vue, vous a inspiré de la sympathie ou de la méfiance, mais vous avez raisonné et fait taire votre intuition. Le temps vous a ensuite prouvé que vous avez eu grand tort de ne pas vous fier à votre première impression. Vous avez de l'intuition, nous avons tous de l'intuition. Mais si nous nous refusons à plusieurs reprises à lui obéir, elle se taira. Tandis qu'au contraire, si nous lui accordons le crédit qu'elle mérite,
se développera et deviendra pour nous un guide infaillible. Mais comment distinguer une intuition d'une idée en l'air, à ce qu'elle présente un caractère impérieux? Ceux qu'une intuition a une fois dans leur vie tiré d'un mauvais pas ne s'y trompent pas. Voici deux exemples. En 1940, une jeune femme eut à choisir pour ses enfants un lieu de repli. On lui proposa une petite ville du Midi ou la Bretagne. Avant d'avoir eu le temps de réfléchir, elle s'écria « le Midi ». Toute la famille, qui redoutait une attaque italienne, lutta contre sa décision, mais cette femme, timide d'habitude, montra une volonté inébranlable, bien qu'elle n'eût aucun argument valable. Elle disait seulement « je ne sais pas, mais je sens qu'il ne faut pas qu'ils aillent en Bretagne ». Impressionnés par sa ténacité, les partisans de l'exode en Bretagne cédèrent, et ils reconnurent plus tard qu'elle leur avait ainsi épargné bien des angoisses. Une jeune fille est prise un soir de l'idée soudaine d'aller dormir dans la chambre de sa mère absente plutôt que dans la sienne. Le lendemain, elle voit qu'un tableau qui était au-dessus de son lit est tombé pendant la nuit. Si elle l'avait occupé comme d'habitude, elle aurait été grièvement blessée. Application. Avez-vous déjà eu des intuitions? Efforcez-vous de vous les rappeler. Lorsqu'une intuition se présente à vous, ne la rejetez pas. Vos facultés intuitives se développeront et vous pourrez leur faire entièrement confiance. Et puis lorsque l'intuition vous a évité un ennui, dites merci. 41. Le pour et le contre. Que faites-vous lorsque vous devez prendre une décision? Il peut être pénible de choisir sa voie, d'abandonner un chemin qui prouve être un cul-de-sac, mais où l'on a tout de même ses petites habitudes pour se lancer dans l'inconnu. Donc, que faites-vous? La plupart des gens demandent conseil, hésitent, tremblent, s'inquiètent, pèsent et sous-pèsent, réfléchissent ou croient réfléchir. En ces cas-là, nos émotions mènent un tel tapage qu'il serait miracle que nous jugions sainement. Et malgré nos réflexions, il nous arrive souvent de nous tromper. C'est dans ces circonstances que l'intuition a son rôle à jouer. Mais dans ce tintamarre, la voix de la pauvre petite ne peut se faire entendre. La sagesse est de se détendre, de s'abstenir pendant quelques heures ou quelques jours de réfléchir, de faire silence en soi tout en sachant bien que la paix de l'esprit dépasse toute intelligence et que c'est en lui seul que vous trouverez réponse et solution. Efforcez-vous d'être disponible pour ce qu'il y a de mieux et soyez attentif. Des signes viendront si vous les demandez à ce que vous appelez. Peut-être Dieu, enfin, a cette force créatrice qui ne nous malmène que lorsque nous désobéissons à ses lois, de même qu'il nous encuit d'enfreindre les lois de la nature. Si vous restez ouvert, décidé à obéir, quelque chose vous désignera la bonne solution. Un exemple, une dame hésitait entre deux situations. Tout son avenir était en jeu. Elle demanda à son guide intérieur de l'orienter. « L'esprit en moi sait », répétait-elle. En allant se présenter pour l'un de ses emplois, la première personne qu'elle vit fut quelqu'un qui lui avait fait beaucoup de mal. Non qu'elle lui en voulût, il n'y avait pas place en elle pour de la rancune, mais c'était là le signe demandé, et elle eut toutes sortes de raisons pour se féliciter de l'avoir compris. Application. En cas d'indécision, détendez-vous au lieu de vous crisper. Faites taire vos réflexions qui se sont entachées de parti pris et de crainte. Lorsque vous serez délié de toute angoisse, vous verrez clair. Il se peut même que quelque événement vous force à adopter la meilleure solution.
nous avons lu 10 chapitres et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous lirons la suite bientôt. En attendant de vous retrouver, je vous dis à